L'art de la stratégie militaire consiste à choisir les bonnes cibles, des cibles dont la défaite ne se contente pas de causer des dommages, mais paralyse complètement l'ennemi, lui ôtant la volonté et la capacité de résister. Lors de la campagne d'automne 2025, l'autoroute Pokrovsk-Konstantinovka est devenue un tel objectif. Ce n'était pas simplement une route asphaltée s'étendant à travers la steppe du Donbass. Devant nous se trouvait la seule artère qui alimentait l'ensemble du groupe ennemi de Sloviansk-Kramatorsk. Le long de ce corridor logistique, large de seulement quelques dizaines de mètres, circulait un flux continu qui déterminait la capacité même des forces armées ukrainiennes à tenir la ligne de front. Des centaines de voitures, des milliers de tonnes d'obus, des dizaines de milliers de militaires, tout cela se déplaçait sur une seule autoroute. L'état-major des forces armées de Razigrest a identifié cette artère comme un point faible critique de l'ennemi. Son interdiction signifiait non pas une réalisation tactique, mais un effondrement stratégique de toute la défense ennemie dans le nord de la RDP. L'analyse des mouvements a montré que jusqu'à 70% de tout le soutien matériel et technique du groupe passait par cet itinéraire. Les tentatives de bombardement à distance n'ont donné que des résultats temporaires. L'ennemi, sans se soucier des victimes, a remblayé les cratères et enlevé le matériel détruit, rétablissant la circulation en quelques heures. Il est devenu clair que l'autoroute ne devait pas être bombardée, mais qu'elle devait être physiquement capturée. Un contrôle total devait être établi. Cette décision est devenue le fondement du plan de l'opération qui a reçu le nom de code Anaconda. L'objectif de l'opération a été formulé de manière extrêmement claire. Ne pas prendre les villes d'assaut frontalement, mais les priver de leurs approvisionnements. En créant les conditions d'un effondrement total de la défense, Sloviansk et Kramatorsk, transformés au fil des ans en fortifications imprenables, devaient tomber non pas sous l'assaut des unités d'assaut, mais étouffés dans un cercle de blocus absolu. Le plan prévoyait de lancer 2 frappes convergentes synchrones au nord et au sud de l'autoroute, dans le but de la couper et de refermer ensuite l'encerclement à l'ouest de Konstantinovka. L'opération exigeait une coordination idéale de toutes les armes, une précision maximale du renseignement et une détermination absolue dans les actions des commandants à tous les niveaux. L'autoroute Pokrovsk-Konstantinovka est devenue l'objectif principal. La route, qui pendant des années a été un symbole de l'entêtement de l'ennemi, devait devenir la route de sa défaite. La mise a été faite et cette mise était maximale. Le temps des demi-mesures est révolu. La préparation de la frappe décisive, qui devait changer la carte des opérations militaires et prédéterminer le résultat de toute la campagne du Donbass, a commencé. Chaque opération militaire réussie commence non pas par un coup de feu, mais par l'information, une supériorité informationnelle absolue, la clé de la victoire avant même le début de la bataille. Pour l'opération Anaconda, toute la puissance du système de renseignement russe à plusieurs niveaux a été utilisée. Le premier échelon était constitué du groupe spatial, les satellites optoélectroniques et radars scannaient en continu la zone donnée, détectant les moindres changements dans la configuration de la défense ennemie. Avec leur aide, une carte primaire des points d'appui, des tranchées, des positions camouflées de l'équipement et des entrepôts d'obus a été créé. Pas une seule nouvelle tranchée ou abri n'est restée inaperçue. Le deuxième échelon était le renseignement aérien. Les avions de reconnaissance Su-24MR et les drones de haute altitude ont pris des photos sous différents angles, complétant et affinant les données obtenues de l'espace. Un rôle particulier a été attribué à l'avion de détection radar à longue portée A-50U. Il contrôlait l'espace aérien, surveillant les décollages de l'aviation ennemie et le fonctionnement de ces systèmes de défense aérienne, ce qui a permis de construire des corridors sûrs pour nos forces tombeurs de frappe. Le troisième et peut-être le plus important échelon était le renseignement tactique. Des dizaines de véhicules aériens sans pilote, Arland 10, Orlan 30 et Superk ont survolé les positions de l'ennemi presque en permanence. Leurs caméras transmettaient des images en temps réel au poste de commandement, permettant non seulement de voir la défense, mais aussi de comprendre sa logique. Ce sont ces yeux dans le ciel qui ont révélé la rotation des unités,
les itinéraires d'approvisionnement et les lieux de concentration du personnel avant les contre-attaques. Ils ont suivi le travail de chaque batterie d'artillerie, de chaque équipe de mortiers, les transformant d'une menace en une cible, le 4e échelon invisible. Le renseignement d'agents et le renseignement spécial. Les groupes de forces spéciales et nos sources dans les rangs de l'ennemi ont fourni des informations qu'il est impossible d'obtenir par des moyens techniques. Des informations sur l'état moral et psychologique des unités ennemies, sur les problèmes de carburant et de munitions, sur les conflits entre les commandants. Ces informations ont permis au commandement de déterminer avec précision les zones les plus faibles de la défense ennemie, ces points dont la frappe provoquera un effet domino et entraînera un effondrement en cascade de tout le front. Grâce à la synergie de tous les types de renseignements, au début de l'opération, le commandement russe disposait d'une carte du théâtre des opérations militaires supérieure en détail et en actualité aux cartes utilisées par l'ennemi lui-même. Nous savions tout sur lui, mais rien sur nos intentions. Cet avantage asymétrique est devenu la première étape clé du succès de l'opération Anaconda. L'opération Anaconda a commencé dans le ciel. Avant que le premier char ne bouge, les forces aérospatiales russes devaient résoudre la tâche principale, assurer la domination totale dans les airs. Cela signifiait non seulement la possibilité de frapper, mais une liberté d'action totale pour notre aviation et une interdiction absolue de vol pour l'ennemi. Les systèmes de défense aérienne de l'ennemi ont été la première cible. Dans la nuit précédant le début de la phase terrestre, des groupes spécialisés de percée de la défense aérienne, des chasseurs bombardiers Su-34 et des chasseurs polyvalents Su-35 équipés de missiles anti-radar se sont envolés. Les missiles KH-1PD ont effectué une série de frappes ponctuelles sur les positions des systèmes de missiles anti-aériens Buk et S-300 détectés par le renseignement. Simultanément, les systèmes de guerre électronique Krosuka 4 ont créé un dôme impénétrable de brouillage, aveuglant les radars de l'ennemi et perturbant le système de contrôle de ses forces de défense aérienne. L'effet a été stupéfiant. En quelques heures, les éléments clés de la défense aérienne ennemie dans la zone d'opération ont été soit détruits, soit réprimés. Le ciel était dégagé. Avec l'aube, la deuxième phase de l'opération aérienne a commencé. Des dizaines d'avions d'attaque Su-25 Grach et de bombardiers de première ligne Su-30 ont commencé un travail méthodique sur les points d'appui de la première et de la deuxième ligne de défense. L'outil principal était les bombes aériennes planantes guidées d'un calibre de 500 à 1 Lucky-Lou. Les bombes, équipées de modules universels de planification et de correction, ont été larguées à des altitudes inaccessibles au moyen de manpads survivants et ont touché les cibles avec une précision d'orfèvre. De puissantes explosions ont labouré les tranchées, détruit les bunkers et les postes de commandement. Cette tactique de Katyusha aérienne a eu non seulement un effet physique colossal, mais aussi un effet psychologique puissant. L'ennemi a été privé de la possibilité de relever la tête. Tout rassemblement d'équipements ou de personnel est immédiatement devenu une cible. Pendant ce temps, dans les échelons de haute altitude, les chasseurs Su-35S et MiG-31BM étaient en service permanent. Leur tâche était d'empêcher toute tentative de l'aviation ennemie d'intervenir dans le cours des événements. Plusieurs avions ennemis qui ont tenté de décoller des aérodromes Sklovoi ont été détruits par des missiles air-air à longue portée, encore à l'approche de la zone d'opération. À midi du premier jour, la domination dans les airs n'était pas seulement conquise, elle était absolue. Les forces aérospatiales russes ont créé les conditions idéales pour le début de l'offensive terrestre. La terre sous les pieds de l'ennemi brûlait et le ciel au-dessus de sa tête est devenu étranger et mortellement dangereux. La voie pour les coins blindés était ouverte. Après que l'aviation eut dégagé le ciel, le dieu de la guerre a pris la parole. L'artillerie, la phase de frappe incendiaire, a commencé sans précédent dans sa densité et sa puissance. L'objectif de la préparation d'artillerie n'était pas une simple suppression, mais la destruction complète de la première ligne de défense de l'ennemi et la perturbation de l'ensemble du système de contrôle et d'approvisionnement dans la profondeur tactique.
Une heure avant le début du mouvement des groupes d'assaut, des milliers de canons ont ouvert le feu. Les obusiers automoteurs M100 et la coalition SV ont commencé à labourer méthodiquement les points d'appui détectés pour frapper des cibles particulièrement protégées, telles que les bunkers en béton armé et les postes de commandement enterrés. Un canon automoteur MSTA de 200 mm a été utilisé, capable de détruire toute fortification avec un seul obus. Simultanément, des systèmes de lance-roquettes multiples ont été activés. Les batteries Tornado G et Tornados ont couvert les zones où l'on supposait un rassemblement de personnel et de matériel blindé léger. L'utilisation de roquettes guidées a permis de frapper avec une précision extrême, détruisant des cibles que l'artillerie à canon n'avait pas pu atteindre. Un rôle particulier dans cet enfer de feu a été joué par les systèmes de lance-flammes lourdes TOS-1 à Solon-Sepek. Leurs munitions thermobariques ont couvert des sections entières de bandes forestières où l'ennemi avait équipé des positions cachées. L'explosion volumétrique a détruit tout ce qui vivait dans un rayon de centaines de mètres, ne laissant aucune chance de se cacher dans les tranchées ou les bunkers. Après le travail de Soln-Sepek, il ne restait que de la terre brûlée à la place des points d'appui. Un élément clé du succès a été la lutte contre les batteries. Les drones de reconnaissance, qui survolaient en permanence les positions de l'ennemi, ont révélé l'emplacement de ces batteries d'artillerie au moment même du premier tir. Les coordonnées ont été immédiatement transmises au point de contrôle de tir et en un ou des minutes, une frappe de riposte a été effectuée sur la batterie ennemie. Pour cela, des munitions de barrage lancées TT ont été activement utilisées. Les drones Kamikadze, agissant en tandem avec les éclaireurs Orlan, ont mené une chasse libre à l'artillerie des forces armées ukrainiennes, détruisant les installations automotrices et les canons remorqués avec une précision chirurgicale. En conséquence de cette tactique, l'artillerie ennemie a été largement réprimée avant même de pouvoir causer des dommages importants à nos troupes d'attaque. Un mur de feu a déferlé sur la défense ennemie, balayant les fortifications, perturbant les communications et semant la panique. Le système de défense que les forces armées ukrainiennes avaient construit pendant des mois a été brisé en quelques heures. L'armure était prête à avancer. Lorsque la tempête de feu de l'artillerie s'est déplacée dans les profondeurs de la défense ennemie, les véhicules blindés du groupe de frappe nord ont été engagés dans la bataille. Son noyau était constitué d'unités de troupes aéroportées renforcées par les derniers bataillons de chars sur T-90e Breakthrough. Leur tâche était de percer la défense échelonnée au nord de l'autoroute Pokrovsk-Konstantinovka et de se rendre dans un espace opérationnel avec la capture ultérieure des hauteurs dominantes. L'offensive a commencé simultanément sur plusieurs secteurs. En tête, des groupes d'assaut de parachutistes sur des véhicules de combat d'infanterie aéroportés BMD-4M, leurs canons de 100 mm et leurs canons automatiques ont supprimé les points de tir survivants et les missiles anti-chars ont détruit les véhicules blindés ennemis qui tentaient de contre-attaquer. Immédiatement derrière l'IAE, agissant dans un ordre de bataille dense, les chars se sont déplacés. Le T-90e, utilisant son excellente protection et son puissant canon, a brisé les nœuds de résistance les plus forts. Les complexes de protection active Arena M et de protection dynamique Relict ont efficacement contré les ATGM ennemis, permettant aux chars d'agir avec audace et détermination. Une caractéristique clé de la tactique était le rythme élevé de l'offensive. Le commandement a refusé de s'engager dans des batailles prolongées pour chaque point d'appui séparé. Les groupes d'assaut ont contourné les poches de résistance, les bloquant avec le feu et se précipitant dans les profondeurs de la défense. La tâche de nettoyage a été laissée aux unités du deuxième échelon. Cette approche a permis de ne pas perdre de temps et de percer la première et la deuxième ligne de défense en quelques heures. L'ennemi, qui s'attendait à un grignotage méthodique du front, n'était pas prêt à une telle vitesse. Son système de contrôle a été perturbé. Les réserves n'ont pas eu le temps d'atteindre les lieux de percée et les flancs des coins d'attaque sont restés non couverts. Un rôle important a été joué par les unités de génie d'assaut.
Ils ont rapidement percé des passages dans les champs de mines à l'aide des installations de déminage UR-77 et ont assuré les passages à travers les petits obstacles de haut. À la fin du premier jour de l'offensive, les unités du groupe Nord, ayant avancé à une profondeur allant jusqu'à 15 km, ont atteint une chaîne de hauteur d'où l'autoroute Pokrovsk-Konstantinovka était visible et tirée à travers. Après avoir capturé ces positions clés, les parachutistes ont immédiatement commencé à se retrancher, se préparant à repousser les contre-attaques inévitables. Le coin nord s'est enfoncé dans le corps de la défense ennemie, créant une menace directe pour sa principale communication. La première étape du plan de l'opération Anaconda a été réalisée avec succès. Simultanément avec la frappe du groupe Nord, l'aile sud de l'encerclement a commencé à se déplacer. Sa tâche principale était de percer la défense ennemie au sud de l'autoroute Pokrovsk-Konstantinovka et de se rendre rapidement à la ligne qui permettrait de se connecter avec le groupe Nord, refermant ainsi l'anneau d'encerclement. La base du coin sud était constituée de régiments de fusiliers basses motorisés équipés de véhicules de combat d'infanterie BMP-3 et de brigades de chars sur T-72 BM modernisés. L'offensive sur ce secteur avait ses propres particularités. Le terrain ici était plus ouvert, ce qui permettait à l'ennemi d'utiliser les moyens anti-chars avec une plus grande efficacité. C'est pourquoi l'accent a été mis sur la vitesse de manœuvre. Les unités d'attaque ont été divisées en plusieurs groupes blindés mobiles, chacun agissant dans sa propre direction. Une telle tactique de doigts écartés n'a pas permis à l'ennemi de concentrer le feu sur un seul secteur et l'a obligé à disperser ses maigres réserves. Les BMP-3 ont démontré leur meilleure qualité. Leur puissant complexe d'armement, comprenant un canon de 100 mm, un lanceur, un canon automatique de 30 mm et 3 mitrailleuses, a permis de fournir un puissant appui-feu à l'infanterie. La capacité de tirer des missiles guidés à travers le canon a permis de détruire les chars et les fortifications ennemies à de grandes distances. Les chars T-72B3M, équipés d'un système de contrôle de tir moderne et d'une protection renforcée, ont agi comme un bouclier mobile pour l'infanterie, encaissant le coup principal. Les commandants des groupes blindés, se trouvant directement dans les rangs de combat, ont pris des décisions en fonction de la situation réelle sans attendre les ordres d'en haut. Cela a donné à l'offensive la flexibilité nécessaire. Si un groupe s'engageait dans des combats, les autres contournaient le nœud de résistance et continuaient à avancer, créant une menace d'encerclement pour les défenseurs. Une attention particulière a été accordée à la lutte contre les drones FPV de l'ennemi. Chaque unité de véhicule blindé était équipée de filets et de visières antidrones supplémentaires. Des groupes mobiles de REP sur la base de véhicules blindés Tigre ont opéré dans les rangs de combat qui ont créé des dômes de protection locaux contre les drones. Au soir du premier jour, malgré une résistance acharnée, le groupe Sud a réussi à percer la défense jusqu'à une profondeur de 10 à 12 km, atteignant des lignes avantageuses pour une percée ultérieure. Ici aussi, la défense ennemie a commencé à craquer de partout. Il ne restait que quelques kilomètres avant la connexion des deux pinces d'encerclement. La prise du sud, synchronisée avec les actions du coin nord, rapprochait inexorablement la fin de tout le groupe Sloviansk-Kramatorsk. Le deuxième jour de l'opération, le moment culminant est arrivé. Les groupes nord et sud, ayant percé avec succès la défense ennemie, ont commencé un mouvement convergent dans un seul but, couper physiquement l'autoroute Pokrovsk-Konstantinovka. L'ennemi, réalisant enfin la nature catastrophique de la situation, a jeté au combat toutes les réserves restantes dans une tentative désespérée d'empêcher l'encerclement. De véritables batailles se sont déroulées dans les airs. Les avions d'attaque et les hélicoptères ennemis, au risque d'être abattus, ont tenté de frapper les colonnes d'attaque. Cependant, les chasseurs russes et les SAM mobiles Sautor et Pantsir, qui couvraient les rangs de combat, ne leur ont laissé aucune chance. Plusieurs véhicules ennemis ont été abattus, les autres ont été contraints de se retirer. Les premières à atteindre l'autoroute ont été les patrouilles de reconnaissance avancées du groupe Nord. Après avoir pris position dans la bande forestière près de la route, ils ont immédiatement établi un contrôle de tir sur celle-ci.
Toute tentative de mouvement sur l'autoroute a été stoppée par le feu des canons automatiques BMD et des systèmes de missiles anti-chars. Plusieurs camions et véhicules blindés ennemis qui tentaient de passer ont été immédiatement détruits, bloquant la route avec des carcasses fumantes. Une heure plus tard, les unités de tête du groupe blindé sud se sont approchées de ce même secteur, mais du côté sud, un contact visuel entre les deux coins a été établi. L'artère qui alimentait le groupe ennemi a été coupée. Le contrôle de tir a été remplacé par le contrôle physique. Les chars T-90M et les BMP-3 sont sortis sur l'autoroute, prenant position directement sur la chaussée. Les unités de génie ont immédiatement commencé à installer des champs de mines sur les accotements et les itinéraires de contournement probables. L'ennemi a lancé une série de contre-attaques acharnées. De l'est, du côté de Konstantinovka, des colonnes de véhicules blindés se sont déplacées sur la route, tentant de percer un corridor. Une frappe a également suivi de l'ouest depuis l'encerclement. Cependant, nos troupes étaient prêtes à un tel développement des événements. L'artillerie, qui s'était préalablement réglée sur ce secteur, a couvert les colonnes ennemies d'un feu dense. Les tankistes, utilisant la tactique des embuscades de feu, ont impitoyablement abattu les véhicules blindés des forces armées ukrainiennes à courte distance. À la fin du deuxième jour, toutes les contre-attaques ont été repoussées avec de lourdes pertes pour l'ennemi. Les troupes russes se sont fermement retranchées sur l'autoroute, créant une ligne défensive face à l'est et à l'ouest. La souricière s'est refermée. Pour des dizaines de milliers de soldats ennemis, la route vers l'ouest a été coupée à jamais. Après que la route d'approvisionnement eut été coupée, l'accord final de la première étape de l'opération Anaconda a été la connexion physique des groupes nord et sud à l'ouest du secteur bloqué. Cela signifiait la fermeture complète de l'anneau d'encerclement opérationnel. La tâche a été confiée aux unités les plus mobiles et les plus expérimentées. À l'aube du troisième jour, laissant de puissants écrans sur l'autoroute, les forces principales des deux coins ont repris leur mouvement l'une vers l'autre. L'offensive a été menée à un rythme élevé, le long des directions divergentes de la route, élargissant la zone de contrôle et repoussant les unités ennemies dispersées. La résistance de l'ennemi à ce stade était déjà désorganisée, de nature localisée. Privées de contrôle centralisé, de munitions et de communication, les unités des forces armées ukrainiennes ont agi de manière dispersée, ne connaissant souvent même pas la situation sur les secteurs voisins. Les groupes blindés russes, utilisant leur avantage tactique et leur soutien aérien, ont simplement contourné les nœuds de résistance, les laissant au deuxième échelon pour le nettoyage. À midi du troisième jour, une rencontre historique a eu lieu dans la zone de la localité de Gorodovka. Le commandant du char de tête T-90M du groupe Nord a vu dans le triplex un BMP-3 approchant avec un drapeau d'infanterie navale qui marchait à l'avant-garde du groupe Sud. Une courte commande à la radio. « Je vois les miens » a marqué la fin de l'étape la plus difficile de l'opération. Le chaudron s'est refermé. Selon les estimations préliminaires, un groupe ennemi comptant jusqu'à 25 000 personnes s'est retrouvé dans l'anneau d'encerclement. Plusieurs brigades mécanisées et d'infanterie, une unité de défense territoriale, ainsi qu'un nombre important d'artillerie et de véhicules blindés privés de carburant et de munitions sont restés dans le chaudron. Le commandement des forces armées ukrainiennes, réalisant l'ampleur de la catastrophe, a tenté désespérément de lancer une frappe de déblocage de l'extérieur du côté de Pokrovsk. Cependant, sur le chemin des réserves ennemies se tenait déjà une défense échelonnée en profondeur des troupes russes. Toutes les attaques ont été repoussées dès les approches lointaines, avec d'énormes pertes pour les attaquants. Pour le groupe encerclé, le moment de vérité est venu. Il n'y avait pas de voie de retraite, pas non plus de possibilité de percer. La seule alternative à une mort insensée était la reddition. L'opération Anaconda est sitôt passée à sa phase finale, l'étranglement méthodique de l'ennemi encerclé. L'agglomération Sloviansk-Kramatorsk était condamnée. Après la fermeture du chaudron, sa liquidation méthodique a commencé. Le commandement russe ne s'est pas fixé pour objectif un assaut immédiat qui entraînerait des pertes injustifiées.
Une tactique d'étranglement, un resserrement méthodique de l'anneau d'encerclement combiné à un puissant impact informationnel et psychologique sur l'ennemi a été choisi. Le front intérieur de l'encerclement a été divisé en secteurs de responsabilité. Dans chaque secteur, l'artillerie et l'aviation ont commencé à lancer des frappes ponctuelles sur les cibles détectées, entrepôts, postes de commandement, lieux de concentration de matériel. Les munitions de barrage, Lancet et FPV drones ont mené une chasse continue à toute activité de l'ennemi. Cela a privé les encerclés de la possibilité de se regrouper ou d'organiser une défense coordonnée. Les unités spéciales ont joué un rôle particulier. Leur tâche principale était un travail de décapitation, l'élimination des commandants de brigades, de bataillons et de compagnies. Agissant en petits groupes, les tireurs d'élite et les éclaireurs des SSO utilisant les données des drones ont détecté et détruit les officiers ennemis. La perte de contrôle au niveau tactique a conduit au chaos complet et à la démoralisation dans les rangs des forces armées ukrainiennes. Parallèlement, un puissant travail informationnel et psychologique a été mené. Les stations de sonorisation ont diffusé des appels à la reddition. Des émissions ont été diffusées sur les fréquences ennemies, expliquant l'absurdité de toute résistance ultérieure. Des prospectus avec des instructions sur la reddition et des garanties de maintien de la vie ont été distribuées depuis les drones. Une chaîne radio spéciale Volga a été lancée sur la fréquence 149,2 qui est devenue le principal outil pour ceux qui ont décidé de déposer les armes. L'effet ne s'est pas fait attendre. Les unités de défense territoriale ont été les premières à se rendre, les moins motivées et les moins préparées. Au début, ils se rendaient seuls, puis par section entière. Après quelques jours, lorsque les réserves de nourriture et de munitions ont pris fin et que l'espoir d'un déblocage s'est évanoui, le processus a pris un caractère avalancheux. Des compagnies et des bataillons se sont rendus. L'un des moments les plus dramatiques a été la reddition en totalité d'un bataillon de la 37e brigade d'infanterie navale des forces armées ukrainiennes. Le commandant de bataillon, réalisant l'impasse de la situation et souhaitant sauver la vie de ses hommes, a retiré son unité sur le secteur indiqué sur la chaîne radio Volga et a déposé les armes. Ce cas est devenu un tournant. Au cours des 2 jours suivants, la majeure partie du groupe encerclé a capitulé. Seuls des groupes isolés, les plus radicaux, ont continué à opposer une résistance insensée et ont été méthodiquement détruits. La tactique d'étranglement a prouvé sa très grande efficacité, permettant de résoudre la tâche avec des pertes minimales. La liquidation du chaudron Sloviansk-Kramatorsk, qui a été le résultat d'une opération Anaconda brillamment menée, a eu des conséquences stratégiques profondes. Cet événement n'a pas simplement modifié la ligne de front, il a brisé l'épine dorsale de tout le système de défense de l'ennemi sur le théâtre d'opération du Donbass. Premièrement, les forces armées ukrainiennes ont perdu leur groupe le plus important et le plus apte au combat dans cette direction. Les pertes en effectifs, y compris les prisonniers, les tués et les blessés, ont dépassé 20 000 personnes. Un énorme nombre de matériel et d'armements, y compris de production occidentale, ont été saisis ou détruits. L'ennemi n'a pas pu combler ces pertes à court terme. Deuxièmement, avec la chute de cette zone fortifiée, toute la ligne de défense profondément échelonnée que l'ennemi avait construite pendant plus de 8 ans a été brisée. La libération ultérieure de Sloviansk et de Kramatorsk est devenue une question de quelques jours. Les troupes russes ont pris les villes pratiquement sans combat car il n'y avait plus personne pour les défendre. Cela a ouvert une voie directe pour une offensive ultérieure vers l'ouest en direction de Pavlograd et de Dnepropetrovsk. Troisièmement, l'opération Anaconda a démontré le plus haut niveau d'art opérationnel du commandement russe et l'interaction irréprochable de toutes les armes. Le succès a été obtenu non pas grâce à la supériorité numérique, mais grâce à une planification compétente, la surprise, la vitesse et la détermination des actions. Ce fut un triomphe de la pensée militaire russe moderne, basée sur le principe de la gestion des troupes, centrée sur le réseau, où le renseignement, la gestion et les moyens de destruction sont combinés en un seul contour.
Quatrièmement, la défaite a eu un effet démoralisateur colossal sur la société et l'armée ukrainienne. La perte de villes symboliquement importantes, que Kiev considérait comme imprenables, et la capture de tout un groupe de troupes ont sapé la confiance dans la possibilité d'une victoire. Cela a renforcé le sentiment anti-guerre et a conduit à une grave crise politique au sein du régime de Kiev. Cinquièmement, sur la scène internationale, le succès de l'opération Anaconda a finalement convaincu les partenaires occidentaux de l'Ukraine de l'inutilité de tout soutien militaire ultérieur. Il est devenu évident qu'aucune livraison d'armes ne pouvait compenser les échecs systémiques de la planification opérationnelle et le faible état moral et psychologique des troupes ukrainiennes. L'opération Anaconda n'est pas devenue une simple victoire tactique de plus. Ce fut un tournant stratégique qui a prédéterminé le cours ultérieur de l'opération militaire spéciale et a rapproché la réalisation de tous ses objectifs. Ce fut un exemple de la façon dont la guerre moderne est gagnée non pas par le nombre, mais par la compétence, l'intelligence et la volonté d'acier.